Ce qui me semble particulièrement important, et notamment pendant cette période qui est particulière et complexe pour les parents à gérer, c'est de proposer des pratiques qui vont permettre de lutter contre ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est-à-dire notre tendance naturelle à être davantage marquée par ce qui dysfonctionne, ce qui nous dérange dans le quotidien. Et progressivement, on ne voit plus le reste de notre vie, c'est-à-dire les aspects satisfaisants. Et donc, c'est un biais qui augmente avec le stress, avec les affects difficiles comme la tristesse, la colère, la déception. Et donc, en tant que parent, finalement, comme on est soumis assez fréquemment à des émotions difficiles dans le quotidien et on est face à des situations constamment, on doit être très créatif et qui demandent beaucoup de ressources, finalement, on va être facilement impacté par ce biais de négativité qui oriente notre attention vers ce qui ne va pas chez l'enfant, ce qui dysfonctionne, toutes les fois où il n'obéit pas. Et progressivement, on s'épuise finalement parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien de satisfaisant dans le quotidien parce qu'en fait, on ne voit plus ce qui est positif dans la relation, dans ce que l'enfant réalise. Donc, l'intérêt des pratiques de psychologie positive, c'est de nous aider à réorienter l'attention vers ce qui fonctionne bien, vers les forces, les ressources de l'enfant, les moments qui sont positifs, qui sont partagés et dans lesquels on apprécie ce partage pour contrebalancer notre tendance à ne voir que ce qui ne va pas. Et en faisant cela, ça va augmenter le sentiment de compétence en tant que parent, de satisfaction parentale et les émotions plus positives. Et ces émotions, elles nous aident à mieux faire face au quotidien de manière créative. Elles sont très utiles pour augmenter le répertoire de pensée et d'action, donc les différentes solutions qu'on peut trouver pour interagir avec notre enfant de manière constructive. Donc, je dirais, voilà, s'il y a un secret à transmettre au niveau de l'intérêt de la psychologie positive, c'est de travailler pour rééquilibrer nos biais attentionnels afin d'avoir plus de ressources pour faire face au quotidien. Être heureux dans le couple, il faut qu'il puisse y avoir des échanges, il faut qu'il puisse y avoir de la spontanéité, il faut qu'il puisse y avoir de la culture, je pense aussi, des intérêts communs et puis le désir de bien faire. Et le joker, si j'ose dire, ce serait la générosité. Je pense que la générosité, quand je dis la générosité, je veux dire la générosité dans tous les sens du terme. De soi, générosité de l'écoute, générosité de l'attention, du sourire, de la tendresse, etc. Voilà, ça me semble le joker principal. Faire de la cuisine tous ensemble, faire des choses ensemble, partager des choses ensemble, regarder un bon film aussi, ça fait partie du bonheur. À partir du moment où on partage, quel que soit ce que l'on partage et qu'on échange, je pense que c'est là un bon principe de bonheur, en tous les cas une bonne voie vers le bonheur. Le partage. C'est une grande question, hein? Le bonheur, c'est pas quelque chose qui est... c'est quelque chose qui est en mouvement, hein? Le bonheur, on peut avoir des moments où on est plus en plénitude ou du moins heureux, et d'autres moments où on l'est moins. Hein? Ça varie, un peu comme... il y a des variations, comme une vague qui passe, puis quand ça passe, on l'apprécie. Mais disons que pour tendre vers ça, vers le bonheur, moi je pense que dans un monde idéal, c'est d'être capable de s'accorder des temps pour la famille, des temps pour le couple et des temps pour soi aussi. Donc, il y a le travail, mais si on peut se donner des moments à soi personnellement, des moments pour le couple, qui est quand même, le couple, c'est la fondation de la famille, hein, c'est ça sur quoi va se construire la famille, et des temps pour la famille. Puis je pense qu'à partir de ça, déjà, on part d'un bon pied. Puis par la suite, c'est d'arriver puis de tenir compte des besoins de chacun, d'arriver à voir qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est important pour moi, ce serait quoi mon besoin présentement? Est-ce que là, j'arrive à tasser mon besoin pour pouvoir répondre aux besoins de mon enfant qui aurait peut-être plus besoin d'écoute, d'attention, on ne sait pas. Donc, est-ce que je dois me retirer, tasser un peu mon besoin de côté? Puis si oui, à quel moment je vais pouvoir répondre à mon besoin à moi? Donc, on y va avec les besoins de chacun, c'est sûr. Puis, de voir aussi que chacun, on peut être différent. Chacun, on est différent, puis de considérer qu'on a des besoins différents aussi. Il y en a qui vont être plus portés à avoir besoin d'être toujours en lien, toujours avec quelqu'un. D'autres, plus introvertis peut-être, avoir plus besoin de leur moment seul. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Je pense que ça, c'est des ingrédients importants de miser sur le lien qu'on peut avoir avec chacun. Donc, le lien avec les autres, membres de la famille, mais le lien aussi avec soi-même. Donc, s'arrêter pour voir de quoi j'ai besoin, comment je me sens. Donc, tout ça va favoriser un équilibre familial. Wow, quelle belle question! Le secret du bonheur en famille, spontanément comme ça, je dirais le plaisir. Alors, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager, le plaisir d'évoluer, de grandir, de s'épanouir, le plaisir de découvrir aussi. Alors, de découvrir nos enfants dans ce qu'ils sont, dans leur tempérament, dans leur personnalité, dans leurs forces, dans leurs compétences, mais aussi dans ce qu'ils ont à travailler pour cheminer. Le plaisir de se découvrir comme parents. Alors, de voir qu'est-ce qu'on a à travailler nous aussi, comment on peut bien accompagner nos enfants avec bienveillance, dans une parentalité positive. Moi, je dis beaucoup aux parents que je rencontre au quotidien, comment on peut contribuer ensemble à amener davantage de plaisir dans votre vie. Je pense que plus on a de plaisir, plus la dynamique familiale est agréable, plus on a envie de passer du temps en famille, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas toujours envie de rentrer du boulot le soir. Ben c'est souvent parce qu'on n'a pas de plaisir pour plein de raisons, parce que les enfants font des crises, parce que l'ambiance familiale est tendue, parce qu'on se sent pas toujours à la hauteur. Alors, d'essayer d'avoir du plaisir dans l'accompagnement au sommeil, du plaisir à manger, hein? Des fois, à la table, ça amène différents enjeux, l'accompagnement des enfants. Les enfants protestent, ne veulent pas manger ce qu'il y a dans leur assiette. Essayez d'avoir un peu plus de plaisir, un peu plus de légèreté, du plaisir à accompagner les émotions de nos enfants. Même si c'est pas facile, même si nos enfants nous envoient promener, comme on dit au Québec, même si les enfants protestent, argumentent, avoir du plaisir à s'asseoir à côté d'eux et de leur dire « je suis là, je t'accompagne, je sais que c'est difficile présentement, que tu es en colère, mais je suis là. Je vais pas t'abandonner, je vais rester avec toi jusqu'à ce que la colère se soit calmée. » Alors, je pense que plus on a de plaisir avec nos enfants, avec notre conjointe, dans la vie de tous les jours, bien, plus c'est léger et moins le quotidien est drainant. Parce que j'amène beaucoup les parents dans ma pratique à essayer de voir comment on peut se nourrir, parce que le quotidien est drainant. Il y a toutes sortes de contraintes, toutes sortes de contingences qui font en sorte que le quotidien nous gruge, nous draine énormément d'énergie. Alors, comment on peut faire pour se nourrir? Et se nourrir, ben, ça part par des petits moments de plaisir. C'est de déguster un café qui est chaud. Quand on est parent, parfois, on n'y a pas accès très, très souvent au café chaud. C'est de prendre le temps de prendre un bon bain, d'aller s'entraîner, d'aller courir, de lire un bon livre, 15 minutes, d'avoir du temps pour soi. Tout ça, c'est des petits moments de plaisir qui nous amènent à se nourrir pour compenser les moments où on est davantage drainé. Alors, je dirais que c'est ça, le mot qui me vient en tête, le plaisir. Alors non, il y a plusieurs choses auxquelles il faut veiller en famille, mais je dirais d'abord que pour trouver le bonheur en famille, il faut être capable quand même de le trouver pour son propre compte. Donc être capable de s'arrêter, de profiter de la beauté du monde, de se rendre sensible à l'environnement, à soi-même. Voilà.
Si vous n'êtes pas sensible à vous-même, si vous n'entrez pas en résonance avec vous-même dans les différentes circonstances de la vie, vous ne pouvez pas vous rendre mentalement disponible aux autres et entrer en résonance avec les autres. Donc d'abord, essayez d'être en lien avec soi-même et entre en lien avec les autres, bien sûr, dans sa famille, mais avec cette idée que parfois les autres ont envie d'être en lien avec nous, puis des fois ils ont envie d'être tout seuls. Et donc je dirais que la grande difficulté, c'est d'alterner ces moments où on est seul et ces moments où on est ensemble. Et dans les moments où on est ensemble, les moments où on parle ensemble et les moments où on fait ensemble, parce que pour mieux se connaître, c'est souvent plus utile de faire ensemble que de parler ensemble. On peut se promener, on peut visiter, on peut voir un film, on peut jouer à un jeu vidéo, faire ensemble, et puis parler ensemble, souvent c'est plus facile que d'inviter les autres membres de la famille à parler d'eux, parce que dans les familles, chacun tient quand même à sa part d'indépendance, son quant à soi, voilà. Alors pour les familles dans lesquelles chacun a une chambre, c'est déjà plus facile que dans les familles où il y a plusieurs personnes qui doivent dormir les unes à côté des autres. Il faut qu'en tout cas toujours veiller à ce qu'il y ait un espace d'intimité. Et puis, vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui des smartphones, de l'importance que prennent les tablettes, les outils numériques. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de gens dans des espaces étriqués qui se collent sur leur smartphone ou qui se collent sur leur tablette parce que c'est une manière de demander qu'on ne les dérange pas. Et donc, il faut accepter que si quelqu'un paraît ne rien faire, assis sur un fauteuil ou sur un canapé, à regarder en l'air ou à regarder ses pieds, il faut accepter qu'il soit occupé à cela et pas vouloir absolument à ce moment-là engager une conversation. Il faut éviter que chacun soit obligé d'allumer son smartphone et de s'en mettre son nez dessus pour qu'il soit accepté autour de lui qu'il a un droit à se retirer, au moins évidemment provisoirement, de la communication. Voilà, pour résumer, je dirais que c'est ça. Pour moi, le grand challenge, c'est d'organiser ces temps de solitude et ces temps de rencontre, et ces temps de rencontre qui alternent des moments où on fait ensemble, la cuisine, voilà aussi, je ne l'évoquais pas, mais en période de confinement, on a du temps pour faire la cuisine, et puis des moments où on parle ensemble, sans oublier évidemment les écrans partagés. Le secret du bonheur en famille, certainement le partage, mais le partage de bons moments. Certainement, effectivement, vivre des choses dans le groupe, dans un espace qui soit bien traitant, accueillant, affectif, mais également extrêmement cadrant et structurant pour éviter que ne surviennent des tensions, des angoisses, des confusions, des incompris. Voilà, donc, et souvent, il me semble qu'on oublie la dimension structurante ou cadrante indispensable à un bon esprit de famille, à une bonne entente familiale, c'est-à-dire des règles de vie, du respect, de la bienséance, de la bienveillance, de la bientraitance. C'est ma réponse va être de l'ordre de l'observation, des discussions que je peux avoir avec des parents et de tous les échanges que j'ai dans le monde professionnel, donc que ce soit avec des enseignants, avec des accompagnants, avec tous les professionnels au final qui sont dans le monde de l'éducation. Et à mon sens, comme je le dis souvent dans des interviews, pour moi le point de départ, et pour moi c'est vraiment une responsabilité citoyenne, c'est que chacun conscientise qu'il a vraiment le devoir de s'occuper de lui avant de s'occuper de ses enfants, de sa femme, de son travail. C'est pour moi vraiment important de le conscientiser et au-delà de le conscientiser, de passer à l'action. Donc de trouver les bons outils en fait qui vont être bons pour nous, rien que pour nous. Je te donne quelques exemples. Je pense qu'il faut vraiment trouver l'alimentation qui nous convient. Il faut vraiment être très attentif au sport qui nous convient et essayer de le pratiquer de manière assez régulière. Dans l'idéal, s'entourer de gens positifs, être très vigilant aussi par rapport à notre sommeil. Si la méditation nous parle pas trop, essayer d'avoir des exercices de relaxation qui pourraient s'assimiler à la sophrologie pour ceux qui connaissent, mais juste vraiment des exercices de relaxation qui nous permettent vraiment de prendre du recul et de se poser comme ça dans les semaines qu'on peut avoir de manière
qui sont des semaines qui peuvent être très speed pour beaucoup d'entre nous. Comme on dit, c'est un peu métro, boulot, dodo. Se rapprocher le plus souvent de la nature. C'est des petits exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, mais je pense qu'on peut l'appliquer vraiment à tout le monde. Et si chaque citoyen fait vraiment attention à ça dans son quotidien et l'intègre, et que ça devient vraiment une pratique de tous les jours de prendre soin de soi, de prendre soin de sa machine biologique et de son esprit, ou on peut parler peut-être, pourquoi pas, de son âme. Ça, je pense que c'est déjà la première étape qui permettrait justement aux familles de tendre vers le bonheur. Et donc, si les parents le font, inévitablement, ils vont transmettre ça aussi à leurs enfants. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est bien d'avoir des écoles alternatives, c'est bien d'avoir des écoles qui sortent un peu des courants dits traditionnels. C'est chouette qu'il y ait des enseignants au sein de l'éducation nationale qui fassent preuve d'initiative et qui mènent des expériences avec les outils qu'on trouve à l'extérieur pour accompagner les enfants différemment. Mais si on oublie les parents et qu'on oublie les enseignants, parce que les enseignants, il faut aussi les accompagner, on passe à côté de quelque chose. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un cercle vertueux. Il faut vraiment que les parents, les enseignants et les enfants soient accompagnés dans cette dynamique. Et comme je suis convaincu que tout part de l'éducation, à mon avis, si on fait bien les choses, dans une génération, on peut vraiment changer drastiquement les choses. Donc accompagner dès le départ, en fait, les enfants à être tout simplement ce qu'ils sont. Alors je dis tout simplement, c'est un gros challenge, qu'on soit d'accord, mais c'est possible. Dans les pays du Nord, ils ont déjà quelques années d'avance sur nous en termes d'être. Et donc, je pense que ce serait vraiment le point de départ, c'est dès l'éducation, faire en sorte qu'après les parents puissent transmettre ça aux enfants, que les enseignants aussi prennent soin d'eux, et que tout le monde soit un peu dans ce cercle vertueux. Et donc là, on tendrait inévitablement vers le bonheur. On pourrait, on va dire en tout cas à mon sens, peut-être avoir 6 éléments importants justement dans cette quête du bonheur, dans la famille, au sein de la famille. L'amour, tout d'abord, c'est quand même, je crois, le principal. Après, évidemment, l'amour est diffusé de façon différente dans chaque famille. Donc on le voit, certains parlent beaucoup, c'est très tactile, beaucoup de câlins, beaucoup de mots réconfortants. D'autres sont un peu plus en retrait, mais il n'y a pas moins d'amour pour autant. Donc en tout cas, l'amour, pour moi, c'est quand même une base importante. De ce terreau qu'est le bonheur. Et puis la sémantique, le sens des mots, ça c'est important aussi. Comment leur transmettre la signification des mots, c'est important. Comment on peut réconforter quelqu'un, qu'un mot peut blesser autant qu'une épée. Enfin, faire attention vraiment à ce qu'on dit, avoir des mots qui encouragent. Ça c'est important, encourager l'autre. Enfin, toutes les règles importantes déjà pour l'individu, pour qu'il se sente confiant, qu'il ait de l'estime de lui, qu'il se sente valorisé, aimé, entouré, englobé, et puis aussi qu'il puisse faire de même avec l'autre. L'empathie est important, et tout ça découle aussi des mots. On dit souvent en hypnose des mots MOTS pour les mots MAUX, et c'est vrai, bien souvent. On le voit lors de on va dire la somatisation, on a tous des mots MAUX qui découlent aussi de mots, on va dire, plus psychiques. Voilà, donc les mots peuvent vraiment apaiser ça et peuvent en tout cas vraiment apporter énormément dans la famille en tout cas, et pour l'individu, pour sa vie future, nos graines d'adultes. Et puis partager les activités peut-être, partager que ce soit des jeux de société, que ce soit des soirées cinéma, que ce soit des repas, ça c'est important. On le voit de plus en plus de familles qui font 2 services, les enfants d'abord, les parents après. Alors c'est vrai que c'est difficile, on est tous, on va dire, accaparés par nos emplois respectifs, c'est pas toujours évident à faire au quotidien, et puis il y a l'âge des enfants aussi qui joue, le nombre d'enfants, il y a plein de choses évidemment qui entrent en considération. Pour autant, je pense que quand on peut faire le plus de fois possible de repas en famille, avec les téléphones portables à part, au moins le temps du repas, c'est quand même des moments assez incroyables qui génèrent aussi des souvenirs. C'est ce qu'ils vont garder plus tard. C'est ce qui va faire partie de leur enfance, tous ces moments, les sports, les sorties en vélo, c'est tout ça qui fait que c'est important d'avoir des moments partagés. Tout autant important que ces moments partagés, je dirais, les moments
alors isolement, ça me paraît un peu fort comme mot, mais le fait de pouvoir organiser des sas de décompression, que ce soit pour le papa, pour la maman, pour beau papa, belle maman, pour les enfants, ça me semble important que chacun, en fonction de son désir, bien sûr, les enfants n'ont pas tous les mêmes besoins de s'isoler. Et puis, il faut aussi pouvoir le faire. Hein. Donc, c'est vrai que certains ont des logements exigus, certains, bon, beaucoup d'enfants. Donc, c'est pas toujours évident à faire de trouver des moments aussi où l'enfant ou le parent peut être seul, faire quelque chose qui lui convient. Mais ça me semble aussi important d'avoir ce sas de décompression. Je dirais aussi relativiser sans minimiser. Ça, c'est important. Alors, on peut le mettre aussi dans un sous-module de la sémantique, mais le fait, alors ça c'est la philosophie positive aussi, mais ça me semble important quand même de pouvoir prendre en considération la tristesse, la peine de son enfant, même si pour nous ça nous semble complètement anodin et bon, voilà, insignifiant. Pouvoir vraiment lui reconnaître voilà, qu'il est en colère, qu'il peut être jaloux, qu'il peut être toutes ces émotions, lui apprendre à les verbaliser. Relativiser sans minimiser. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Bien lui dire qu'on a conscience, en tout cas, de ce qu'il ressent, que c'est pas forcément évident pour lui, mais que voilà, il y a plein de belles choses à voir et que ça va aller surtout. Et puis, peut-être aussi un cadre. Sécuriser l'enfant. Ça me semble important. Alors, quel que soit ce cadre, selon... On va dire chaque famille il est différent, certains sont beaucoup plus stricts, d'autres familles ont des cadres un petit peu plus, on va dire, libres. Ça, c'est évidemment à chaque famille de déterminer quel est son seuil de tolérance, etc. Les punitions, les motivations, enfin ça c'est vraiment propre à chaque famille. Mais un cadre, à mon sens, est important quand même pour les enfants et puis les parents. C'est une grande question. Et je vais répondre peut-être en plusieurs points. Tout d'abord, le bonheur, c'est un chemin, c'est un parcours et on avance tous ensemble, tous les membres de la famille ensemble et en se donnant la main, c'est l'image qui me vient. Donc c'est un vrai voyage, ce n'est pas il y a une citation qui dit « Le bonheur n'est pas la destination mais le voyage » et j'ai d'abord envie de dire que ce bonheur en famille, c'est un vrai voyage qu'on décide de réaliser ensemble. Et ensuite, dans ce voyage, il va y avoir différents paysages, des paysages avec des couleurs intenses, des couleurs peut-être moins intenses, des couleurs claires, des couleurs un peu plus sombres. Et dans ce voyage, et avec ces différents paysages, dans ces rencontres avec soi-même et les autres, il va y avoir des graines. J'aime beaucoup parler des graines qui vont être semées, ces graines du bonheur. Et plus on va expérimenter, beaucoup parler d'expérience, de découverte, plus on va arroser ces graines de bonheur et ces graines vont ensuite donner de belles fleurs, de belles plantes, peut-être de beaux arbres. Et pour moi, le secret du bonheur en famille, ce sont ces graines qui germent, qui deviennent des fleurs, des arbres et qui font... qui forment la nature, voilà, la nature qui nous entoure et qui nous apaise. Alors, selon moi, le secret du bonheur en famille, je pense que c'est avant tout la communication. Sans la communication, sans une honnêteté dans la communication, c'est assez difficile finalement de pouvoir s'entendre, de pouvoir s'accorder, de pouvoir mettre un peu d'harmonie, que ce soit avec son couple, avec ses enfants. Cette communication, on peut la retrouver à tous les âges avec les enfants. Pour l'avoir moi-même expérimenté en tant que papa, je vois que même face à un bébé, communiquer, dire les choses, verbaliser, prendre le temps, parce que ce qu'on ressent, ce que l'on vit, de décrire toutes ces situations-là, c'est essentiel et vraiment ça adoucit les rapports, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est à ce niveau-là que ça se joue, sur vraiment la communication et le fait de pouvoir la faire avec tout le monde, que ce soit en couple, avec ses enfants. Donc c'est ça, pour moi c'est ça, c'est quand la communication est fluide et que chacun a sa place quelque part. Enfin, c'est le problème des familles, c'est de trouver une place, c'est d'avoir sa place et de la connaître et de l'incarner cette place et son rôle bien sûr.
tant pour les enfants que pour les parents. Et un parent qui se sent parent et qui sait ce qu'il faut faire, ou presque, hein, il a le droit d'avoir des doutes, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Et puis on évolue en fonction de l'âge des enfants, bien sûr. Forcément, avec des petits, on n'a pas le même rôle qu'avec un adolescent de 14 ans ou de 15 ans, il n'y a pas de souci. Mais c'est cette possibilité de pouvoir, d'accepter, de savoir ce qu'on est, qui on est en tant que parent, qu'est-ce qu'on a envie pour notre enfant, de transmettre comme valeur, etc., etc. Et quand on est dans cette posture-là, forcément, les enfants vont, je vais pas dire s'adapter parce que c'est pas joli, mais ils vont se conformer, pas conformer, c'est pas joli non plus, mais ça va être plus clair pour eux, ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils peuvent attendre de leurs parents. Et que quand on a un petit conflit, parce qu'il y a des conflits, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, donc quand il y a des petits conflits c'est normal, mais c'est arrivé dans une famille où il y a de l'harmonie, c'est arrivé à résoudre ces conflits-là, je répète, de façon ni passive ni agressive, mais en tout cas en discutant, et on ne peut discuter qu'avec quelqu'un en qui on a confiance. Alors pour moi, le secret du bonheur en famille, c'est d'abord des parents qui sont heureux, qu'ils soient en couple ou pas, mais des parents qui sont heureux d'être en couple, qui font en sorte de transmettre, j'ai envie de dire, des petites graines de bonheur à leurs enfants. Et en amont de ces parents heureux, eh bien, ce sont des personnes individuellement, le parent, chacun des parents qui sont heureux personnellement et qui se donnent les moyens d'être heureux. Donc c'est un peu comme une fondation, un socle. Des adultes épanouis vont être des parents épanouis et vont faire une famille qui est épanouie. Alors, le secret du bonheur, je pense qu'il y a plusieurs secrets, hein, il n'est pas seul, hein, c'est multifactoriel, mais une des données les plus importantes, il me semble, c'est la communication. Alors, la plupart des couples, quand ils viennent me voir en consultation, s'il y a une difficulté sexuelle, disent oui, on communique bien, mais on n'arrive pas à vraiment comprendre les envies de l'un ou de l'autre. Je pense qu'ils ne communiquent pas bien. Souvent, ils parlent, chacun parle, mais chacun parle un langage complètement différent. En sexualité, le langage il est différent parce que la perception de la sexualité, pour un homme, pour une femme, pour deux hommes, deux femmes, enfin peu importe l'orientation sexuelle, n'a pas été, n'est pas né de la même façon. On a une influence qui a été orientée selon notre sexe, selon notre éducation, selon l'environnement, selon ce que la société nous dit, ce qu'une femme a le droit de faire, un homme a le droit de faire en sexualité. Et comme cet apprentissage ne s'apprend pas, on ne nous apprend rien en sexualité à part nous dire peut-être comment ne pas avoir d'enfants, des modes de contraception, ne pas attraper de maladies sexuellement transmissibles. Mais le reste nous paraît comme si c'était une évidence. Chacun pense parler le même langage et en fait, pas du tout. Et c'est là où c'est compliqué parce que chaque partenaire du couple va rester sur sa position et sa façon de penser la sexualité en étant persuadé qu'il ou elle a raison et que sa perception est la bonne. Et c'est là où c'est difficile parce que le couple n'entend pas ce que l'autre ressent et inversement. Et donc, ça peut créer justement une difficulté sexuelle et du coup une difficulté d'incompréhension. On parlera de malentendu, mais c'est même pas de malentendu parce qu'en fait, c'est pas qu'on a mal entendu, c'est qu'on n'a pas écouté. Et le principe même de la communication dans le couple, c'est de savoir entendre l'autre, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais de pouvoir entendre ce que l'autre dit. Et c'est souvent très très compliqué. Donc lors de cette conférence, je propose qu'on puisse parler de ça. Alors bien évidemment, on rentrera dans le détail des situations particulières que l'on peut avoir dans la sexualité, des complications qu'il peut y avoir dans justement ces moments qui sont non dits pour pouvoir avoir une sexualité épanouie et de vous donner quelques astuces, quelques conseils pour réussir à s'entendre dans le premier sens du terme, pour pouvoir être bien
ensemble tous les deux et de se dire que il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de blocages qui peuvent rester et empêcher que le couple se sente bien. Donc, le secret d'une famille heureuse, à mon avis, c'est sensiblement le même secret des couples heureux. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'autre soit autre, il faut accepter, il faut apprendre, comprendre que l'autre puisse avoir des perceptions différentes, des sensibilités, des attitudes différentes, des façons de voir les événements de la vie à deux ou de la vie familiale de façon différente et que tout cela se fasse dans le respect de chacun. Alors effectivement, la question surprend. Alors attendez, parce que je ne me suis pas préparée. Pas de souci. C'est une très bonne question. Le bonheur en famille, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le secret de la famille du bonheur ou le secret de la famille heureuse? Parce que le bonheur, c'est quand même extrêmement personnel. C'est une question surprise. Alors. J'ai du temps pour répondre. Parce que pour développer, parce qu'il y a de quoi développer. Merci Mélanie pour cette réponse très plaisante. Ça me fait plaisir. Alors s'il y avait un secret du bonheur en famille, tout le monde le connaîtrait, hein, parce que celui qui l'aurait trouvé n'aurait pas eu de peine à se rendre célèbre en le popularisant. Voilà, mais encore un mot, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, bon courage. Donc voilà, je vous invite à suivre cette conférence et puis à interagir surtout parce que ce sont vos témoignages, vos questions, vos soucis, en tous les cas du moment, qui vont nous orienter qui va orienter la conférence et vous permettre de répondre au mieux à vos problématiques. Voilà.